Bonjour à tous. Je pense qu'on peut commencer. S'il y a des retardataires, ils nous rejoindront. Donc avec Jean-Baptiste de Pascal, on va parler un peu transmission d'entreprise et fiscalité. Et en particulier, on va évoquer un schéma plus particulier quand il est souhaité une transmission de titres avec une volonté de réinvestir derrière. Donc, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est que Jean-Baptiste et moi, on se présente en quelques minutes et puis ensuite, on pourra démarrer. Jean-Baptiste, je t'en prie. Donc moi, je suis responsable juridique et développement du groupe Interinvest. On est une société de gestion et on structure des opérations notamment sur du capital investissement. Voilà, et donc pour ma part, donc je suis Stéphanie Rioux-Bernard. Je suis avocat fiscaliste chez CMS Francis Lefebvre et j'accompagne mes clients entreprises et particuliers dans le cadre de leurs problématiques fiscales, tant en matière de conseil que de contentieux. Et donc en particulier, j'assiste les dirigeants et actionnaires dans le cadre de l'anticipation de leur transmission d'entreprise ou de société. Donc aujourd'hui, on va vous parler du dispositif dit d'apport-cession et plus particulièrement le dispositif d'apport-cession qui est visé à l'article 150 0 ter du CGI, qui est un dispositif fiscal qui permet en fait aux actionnaires ou aux détenteurs de parts sociales de transférer les titres qu'ils détiennent, mais tout en bénéficiant d'un différé d'imposition. Et voire dans certains cas d'une exonération, on le verra. Donc à qui s'adresse ce dispositif ? Il s'adresse à tous les particuliers qui détiennent des titres, donc des actions ou des parts sociales dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé et qui souhaitent s'en dessaisir. Et là, on va axer en plus particulièrement sur les personnes qui ont des projets de réinvestissement derrière et on va voir comment on peut optimiser un peu tout ça. Donc ça vise vraiment toutes les personnes, qu'on soit dirigeants, salariés, etc. Il suffit de détenir des titres dans le cadre d'une gestion patrimoniale. Donc l'apport-cession, c'est quoi ? Quelqu'un qui détient des titres, qui veut s'en dessaisir, il pourrait simplement se contenter de les céder, de les vendre. Dans ce cas-là, il va dégager une plus-value de cession sur laquelle il va être imposé, soit au PFU, soit selon un régime de barème en fonction des cas de figure. Donc pour éviter cette imposition immédiate, notamment dans le cas où on souhaite que les sommes issues de la cession soient réinvesties dans une autre activité, on va pouvoir faire appel au dispositif d'apport-cession qui consiste pour une personne qui détient des titres A dans mon schéma à apporter ces titres à une holding qui est B dans mon schéma. Et c'est cette holding qui va céder les titres en question. Et ce n'est pas la personne physique en direct. Donc l'intérêt, c'est quoi ? C'est qu'en fait, en faisant ces opérations d'apport, on va pouvoir bénéficier de différés d'imposition. Donc, il faut que la société bénéficiaire de l'apport elle ait un siège qui soit établi au sein de l'Union européenne, enfin en France ou dans un autre État membre, et qu'elle soit soumise à l'IS. Et là, on va faire une distinction selon que la société qui bénéficie de l'apport est contrôlée ou non par l'apporteur, parce que ce n'est pas le même régime de différé qui s'applique. Donc, en cas de contrôle à l'issue de l'apport, en cas de contrôle de la société bénéficiaire de l'apport, donc la société B dans le schéma juste avant, on est en régime de report d'imposition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au moment où on fait l'apport, on cristallise la plus-value d'apport dans son montant, mais aussi dans l'impôt correspondant. Mais simplement, l'exigibilité de cet impôt va être reportée à un événement ultérieur, comme par exemple au moment de la cession des titres de la holding par l'apporteur. Et quand on fait la même opération d'apport au profit d'une structure soumise à l'IS, mais et qu'à l'issue de cet apport, l'apporteur ne détient pas le contrôle de cette structure, on n'est plus en régime de report, mais on est en régime de sursis. C'est un petit peu différent parce que c'est une opération complètement intercalaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fait générateur d'imposition. On fait presque comme si de rien n'était. Simplement, au moment où l'apporteur cédera les titres de la holding B, dans mon exemple, qu'il a reçu en échange de ces titres A, on calculera la plus-value
au regard de la valeur qu'avaient les titres A à l'origine. Mais on ne va pas cristalliser la plus-value d'apport à ce moment-là. Et donc, on voit que c'est très important de savoir si l'apporteur détient à l'issue de l'apport le contrôle ou non de la structure, puisque de là va dépendre le régime d'imposition. Donc, le contrôle, c'est quoi ? Il est défini par l'article 150.0 BTR. Donc, évidemment, c'est quand un contribuable détient directement ou indirectement, et seul ou par l'intermédiaire de son groupe familial, qui est entendu au sens assez large, hein, la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société. Ça peut être aussi le fait de détenir la majorité de ses droits de vote ou droits dans les bénéfices sociaux en vertu d'un pacte d'actionnaires, ou dans le cas aussi où un contribuable exerce dans les faits le pouvoir de décision. On va considérer qu'il contrôle. On a deux autres cas de contrôle. C'est dans le cas où une personne détient au moins 33,33% du capital de la société et qu'aucun autre actionnaire ne détient de participation supérieure. Il va être présumé contrôler la société. Et enfin, il faut faire attention aussi, quand il y a des pactes d'actionnaires, il faut faire attention, oui, il faut se demander, est-ce qu'on ne peut pas considérer, selon les termes du pacte, qu'on est face à une action de concert, et que donc, même si on a plusieurs actionnaires qui ne seraient pas nécessairement de la même famille, on peut quand même avoir plusieurs actionnaires contrôlants. On peut se demander un peu, juste pour avoir ça en tête, parce que je pense que c'est pas mal pour bien comprendre le mécanisme du 150.0 BTR, pourquoi en fait il y a ces deux systèmes de différés qui coexistent. C'est simplement parce que le législateur a toujours un peu été entre le report, le sursis, et les dernières années, avant 2013, on était en régime de sursis d'imposition. Simplement, il s'est avéré que l'administration fiscale a considéré qu'il y avait beaucoup d'opérations qui étaient abusives, c'est-à-dire que des particuliers apportaient leurs titres à une structure à l'IS pour pouvoir justement différer l'imposition de la plus-value, alors que la structure cédait directement les titres à très brève échéance et que finalement, après, elle conservait un peu le cash, ce qui permettait donc à l'apporteur de indirectement avoir la main sur les liquidités tout en ayant reporté l'imposition, alors que ce n'était pas ça l'objet du texte. Donc c'est pour ça que du coup, ça a donné lieu à beaucoup de jurisprudence, parce qu'il y a eu beaucoup de litiges entre les contribuables et l'administration fiscale. Et les juges ont commencé justement à dessiner un peu des critères dans lesquels on considérait que l'apport était abusif ou non. Donc évidemment, l'un des critères, c'était de voir si la holding d'apport avait cédé à très brève échéance après l'apport ou non, et surtout de voir aussi ce qu'elle avait fait des sommes, est-ce qu'elle les avait remployées dans une activité économique, auquel cas finalement l'opération d'abord avait un vrai sens et un vrai objectif autre que fiscal ou non. Donc c'est pour ça qu'on en est là. Et donc c'est le législateur, pour mettre fin un peu au fait que ce soit au juge à chaque fois de trancher si on était dans un cas d'abus ou non, a adopté ce texte article 150.0 BTR qui du coup, lorsque l'on fait un apport et que l'on contrôle la société bénéficiaire de l'apport, on bénéficie d'un report, et non plus d'un sursis, d'imposition. Et donc, là, il y a deux cas de figure. Soit la holding cède les titres qu'elle a reçus en apport plus de 3 ans après l'apport. Dans ces cas-là, on n'a pas d'obligation de réinvestissement spécifique. Donc, ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Nous, on va parler des cas où, justement, la holding, elle va recéder à brève échéance à l'intérieur du délai de 3 ans suivant l'apport. Et donc, normalement, ça, c'est un événement qui est de nature à mettre fin au report d'imposition au niveau de l'apporteur initial. Pour éviter la fin du report, donc, un certain nombre de conditions doivent être remplies. La holding bénéficiaire de l'apport doit prendre l'engagement, et bien sûr le respecter, de réinvestir au moins 60% du produit de la cession dans une activité économique. Au départ, lorsque le texte a été adopté, il fallait obligatoirement réinvestir un minimum de 50% du produit de la cession. Aujourd'hui, on parle de 60%, parce qu'on le verra juste après, le législateur a quand même étendu les possibilités de réinvestissement dans certains nouveaux véhicules. Donc, engagement de réinvestir au moins 60% du prix de cession. Ce réinvestissement doit intervenir dans un délai de 2 ans. Donc, dans les cas où on est dans des cessions avec des clauses d'earn-out et des compléments de prix,
le prix de cession doit lui aussi être investi dans les 2 ans suivant sa perception. Donc, dans quoi est-ce qu'il convient de réinvestir pour pouvoir continuer à bénéficier de ce report d'imposition? Dans quoi la holding doit réinvestir une fraction de son prix de cession? Donc, il y a 4 types d'investissements éligibles. Le premier, c'est le financement de moyens permanents d'exploitation qui sont affectés à une activité économique, donc une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Par contre, elle ne peut pas réinvestir dans des activités purement patrimoniales, de gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier. Donc ça, c'est la première voie de réinvestissement, un réinvestissement dans des actifs directement par la holding. Deuxième possibilité de réinvestir, la holding peut acquérir une fraction du capital d'une société qui exerce l'une des activités que j'ai énumérées juste avant. Mais quand on est dans le cas d'une acquisition, donc la holding achète les titres de la société, il faut que cette acquisition ait pour effet de lui conférer le contrôle. Sinon, on perd le bénéfice du report d'imposition. Troisième cas de figure, c'est la possibilité pour la holding de remployer les sommes dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une société qui répond aux conditions suivantes. Donc, première condition, c'est là encore exercer l'une des activités économiques que j'ai listées, ou pour la souscription, on a une petite différence. On peut souscrire dans une société qui a pour objet exclusif de détenir des participations dans des structures elles-mêmes éligibles. Donc ça veut dire que quand on est dans le cas d'un réinvestissement par souscription, on peut réinvestir dans des holdings purs, des holdings passifs, à condition donc que la société dans laquelle on souscrit ait aussi son siège de direction effective dans un État de l'espace économique européen. Et enfin, que cette société soit soumise à l'IS ou son équivalent dans le cas où elle n'aurait pas son siège social en France. Voilà, bon, et donc ça, c'est les 3 principales, si je puis dire principales, plutôt historiques, les 3 voies historiques de réinvestissement possibles, sachant qu'on peut mixer tous les réinvestissements entre eux. Donc on peut souscrire au capital d'une structure, acquérir la majorité d'une autre, voilà, on peut panacher. Et donc, depuis 2019, pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2019, la holding peut souscrire dans des véhicules dits de capital investissement, donc, que sont notamment les FCPR, les FPCI et les SCR. Donc, c'est vraiment des structures qui sont régies par le Code monétaire et financier qui doivent respecter tout un certain nombre de conditions pour être éligibles et un certain nombre de quotas. Et c'est pour ça que je vous disais que le quantum de réinvestissement minimal est passé de 50 à 60%, parce que maintenant, on a cette possibilité de souscrire dans ce type de véhicule. Et ces véhicules doivent eux-mêmes respecter un certain nombre de conditions, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils doivent réinvestir dans des structures éligibles, c'est-à-dire ils doivent réinvestir par souscription au capital de société éligible, ou par acquisition de titres de société qui a pour effet de conférer le contrôle, comme si on investissait en direct, finalement. Et la loi de finances pour 2020 est venue encore assouplir un peu cette voie de réinvestissement, puisque, je vous l'ai dit, il faut réinvestir dans un délai de 2 ans suivant l'apport. Mais pour investir dans les fonds, ce n'était pas toujours très réaliste, puisque finalement, parfois, il faut attendre les appels de fonds et ça peut être un peu long. Donc aujourd'hui, la souscription au fonds dans le délai de 2 ans, elle est considérée comme faite quand on a signé un engagement de souscription. Simplement, après avoir signé cet engagement de souscription, il faut que dans les 5 ans, le fonds ait demandé la libération effective des fonds et que cette libération soit intervenue. Voilà, pour qu'on puisse bien être dans les clous de l'article 150.0 BTR et ne pas faire tomber le report d'imposition. Alors ensuite, une fois qu'on a réinvesti 60% du prix de cession dans un délai de 2 ans dans un investissement éligible,
Il faut encore que ce réinvestissement présente une certaine pérennité. Il ne suffit pas que la holding réinvestisse et qu'elle se dessaisisse quelques semaines ensuite de son investissement. Donc les actifs et les titres autres que ceux des véhicules, enfin des parts ou titres de véhicules de capital investissement, ils doivent être conservés pendant une durée minimale de 12 mois à compter de leur inscription à l'actif de la holding. Et s'agissant des parts ou actions de fonds, ceux-ci doivent être conservés pendant un délai minimum de 5 ans suivant la souscription. Et au terme de ce délai, c'est là qu'on va vérifier si les quotas imposés et par le Code monétaire et financier, mais ça généralement c'est le cas, et par le Code général des impôts sont bien respectés. Alors, il faut faire il y a certains points qui méritent une attention particulière dans le cadre du dispositif d'apport-cession. Tout d'abord, il faut avoir en tête que le prix de cession, il n'est pas directement appréhendé par l'apporteur initial. C'est bien la holding qui va céder les titres. Donc, lorsque l'apporteur initial veut retirer du cash de sa cession, soit il ne faut pas qu'il passe par cette voie, ou soit il peut mixer. Il peut céder une partie des titres et en apporter une autre partie. D'accord ? Autre point, l'apport-cession permet un report d'imposition. Ce n'est pas une exonération. On peut aboutir à des exonérations dans certains cas, mais normalement, c'est juste un report. On l'a dit, en fait, le contribuable fait apport de ses titres à sa structure. Si on remplit bien toutes les conditions, la plus-value d'apport, l'imposition est reportée dans le temps. Mais s'il cède les titres de sa holding, il va devenir imposable sur la plus-value mise en report. De la même manière, si sa holding cède dans le délai de 3 ans les titres de la société qu'elle a reçus et qu'elle ne remplit pas les conditions de réinvestissement qu'on a vues tout à l'heure, là encore, l'imposition devient due. Donc ce n'est pas une exonération. Il y a seulement certains cas dans lesquels cette opération peut aboutir à une exonération. C'est dans certains cas de transmission à titre gratuit. Premier cas, en cas de décès de l'apporteur. Et deuxième cas, en cas de donation qui a pour effet de conférer le contrôle au donataire à condition que le donataire conserve les titres pendant au moins 5 ans, voire même pendant 10 ans dans certains cas. Donc ça a changé. Au départ, lorsqu'on faisait des donations comme ça qui avaient pour effet de conférer le contrôle au donataire, donc la plus-value en report, elle passe sur la tête du donataire, si je puis dire. Et au départ, le texte prévoyait que si le donataire conservait les titres pendant 18 mois, il y avait une exonération de cette plus-value en report. Aujourd'hui, depuis la loi de finances pour 2020, il doit les conserver pendant 5 ans. Il doit même les conserver pendant 10 ans si la holding a cédé les titres dans le délai de 3 ans et a réemployé les fonds dans des structures de capital investissement. Et donc à ça s'ajoute le fait que ce dispositif d'apport-cession, qui peut être assez favorable dans des cas comme celui-ci, peut par ailleurs être combiné avec des dispositifs particuliers aussi en matière de droits de donation, puisque quand on fait une donation, normalement on paye des droits de donation, mais quand vous donnez certains titres particuliers, vous pouvez bénéficier du régime qu'on appelle Dutreil, qui permet de bénéficier d'un abattement de 75% sur la valeur des titres donnés. Donc c'est vrai que quand on a des clients qui envisagent de transmettre et puis plus tard de céder leur part, de réinvestir peut-être dans une autre activité et qui en toile de fond ont peut-être la volonté de donner à leurs enfants par exemple, c'est pas mal de bien structurer l'opération en amont et de se poser un peu toutes les questions pour voir comment pouvoir l'optimiser fiscalement. Autre point d'attention, c'est qu'en fait, ce dispositif, il pose beaucoup de conditions, on l'a vu, et en fait, on s'aperçoit en le mettant en œuvre qu'il est très difficile dans bon nombre de cas, évidemment, il y a des dossiers plus faciles que d'autres,
Mais dans bon nombre de cas, il n'est pas évident de respecter, de savoir si on respecte bien l'ensemble des conditions fixées par le texte. Le législateur a créé ce texte pour justement mettre fin à l'incertitude qui régnait lorsqu'on était sous le régime du sursis et que c'était la jurisprudence qui était amenée à trancher toutes ces problématiques. Mais en réalité, quand on doit appliquer le texte à chaque cas, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et donc il faut être très vigilant. Par exemple, premier exemple, je prends celui du quantum de réinvestissement. Donc, on l'a dit, il faut réinvestir au moins 60% du produit de la cession. Oui, mais alors, est-ce que c'est 60% du produit net de charge ? Est-ce que c'est 60% du produit brut ? Donc, pendant un temps, on s'est beaucoup posé la question. Donc, aujourd'hui, on a eu des réponses. Donc, l'administration fiscale, dans son BOFIP, nous dit bien qu'on va retenir le prix de cession net des charges directement liées à la cession. Mais par exemple, il y a toujours une question qu'on se pose et à laquelle on ne sait pas répondre avec certitude. C'est, imaginons, j'ai fait un apport à une structure à l'IS qui cède au bout de 2 ans et demi. Donc elle cède avant le délai de 3 ans. Donc si je veux pas que l'apporteur initial perde le bénéfice du report, il faut qu'elle fasse ce réinvestissement. Mais en fait, au-delà de 2 ans et demi, peut-être que les titres qui ont été apportés au départ ont pris de la valeur, vraisemblablement même. Donc elle va peut-être elle-même constater une plus-value à son niveau. Donc cette plus-value, vous le savez certainement, comme c'est des titres de participation, on va partir de ce postulat, détenus depuis plus de 2 ans, elle va être imposée, la holding va être imposée à l'IS sur une quote-part de 12% sur la plus-value. Est-ce que cet impôt vient en réduction du prix de cession pour calculer le quantum des 60% ? Dans bon nombre de cas, ce ne sera pas très important, puisque si on réinvestit 80% du prix de cession, bon, ça ne va pas être une question si importante, mais dans d'autres cas, ça peut jouer. Donc ça, par exemple, c'est une première problématique. Autre point, c'est sur l'activité éligible. On se retrouve souvent finalement à se poser quand même un certain nombre de questions. Il faut être assez vigilant par rapport à ça. Par exemple, tout ce qui concerne les activités immobilières. Bon, en plus, il faut savoir que l'administration fiscale, généralement, se méfie un peu oui, si on peut dire ça, mais porte une attention toute particulière à ce type d'activité, parce que déjà, si on prend les activités immobilières, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple la location nue d'immeubles, c'est une activité de pure gestion patrimoniale, donc ça, c'est pas un réinvestissement éligible, donc là, on sait que ça fonctionne pas. Mais après, il y a d'autres types d'activités immobilières pour lesquelles on s'est posé des questions. Par exemple, tout ce qui est marchand de biens, promoteur. On s'est demandé, est-ce que ça fonctionne ? A priori, c'est une activité commerciale au sens fiscal, mais on nous disait qu'il fallait que l'investissement présente un certain degré de pérennité. Donc, ça laisse un peu penser à une immobilisation. Or, dans ces cas-là, comme vous le savez, on inscrit les actifs en stock. Donc, on s'est posé la question, est-ce que ça fonctionne ? Alors aujourd'hui, ça c'est pareil. L'administration a fini par répondre à ces questions. Donc ça fonctionne pour les marchands de biens et les promoteurs. On peut réinvestir dans ce type d'activité. Mais par contre, si vous prenez de la location meublée, qui pourtant est une activité commerciale au sens fiscal, l'administration n'accepte pas qu'on réinvestisse dans ce type d'activité. Et voilà. Et parfois, on a des activités un peu tangentes sur lesquelles il faut apporter une attention toute particulière. Autre exemple de problématiques éventuelles que l'on peut rencontrer, c'est lorsque l'on réinvestit éventuellement dans des holdings. Parce que, donc, on l'a dit, si on le fait par voie d'acquisition du contrôle, en principe, déjà, on ne peut pas réinvestir dans une holding pure. C'est que quand on le fait par voie de souscription, je vous ai dit, on peut souscrire au capital d'une société qui a pour objet exclusif de détenir des participations dans des structures elles-mêmes éligibles. Mais attention, c'est quoi avoir pour objet exclusif ? Il faut faire très attention à ça. Et alors, l'administration fiscale a fourni certaines explications à ce titre dans ses commentaires, mais ils sont pas directs, c'est pas des commentaires directement liés à l'article 150.0 BTR, donc on ne sait pas s'ils s'appliquent. Donc tout ça fait que c'est pas toujours évident. Et de la même manière, donc, est-ce qu'on peut réinvestir dans des holdings animatrices ? On aurait tendance à considérer que sans doute que oui, puisque les structures holding animatrices ont une activité commerciale.
Alors la jurisprudence nous laisse penser que oui, ça doit plutôt être le cas, mais c'est comme toujours. Est-ce que la société dont on parle, là, elle a vraiment le caractère d'une holding animatrice? Donc c'est ça qu'il va falloir vérifier éventuellement dans les dossiers que vous pouvez être amené à traiter. De la même manière, on s'est un peu demandé à un moment donné si on réinvestit dans des structures qui ont une activité mixte. Qu'est-ce qui se passe si elles ont pour partie une activité commerciale, mais qu'elles ont un peu une activité patrimoniale? Bon, là c'est pareil, au vu des dernières jurisprudences, on a tendance à considérer que dès lors que l'activité économique demeure prépondérante, on ne devrait pas avoir de soucis. L'administration semble bien l'admettre et c'est assez normal puisque c'est quand même très rare de trouver une société qui ne fait même pas un placement dans le cadre de son activité ou voilà, dont on ne pourrait pas considérer qu'elle aurait, même pour une partie infime de son activité, une activité patrimoniale. Donc normalement, on peut réinvestir dans les sociétés qui ont une activité mixte. Mais voilà, sur certaines structures, ce qu'il va falloir apprécier, c'est la prépondérance de l'activité économique par rapport à l'activité patrimoniale. Et ce n'est pas toujours évident. Jusqu'alors, donc, l'administration avait un peu posé des critères s'agissant de cette prépondérance. Mais dans des décisions récentes rendues par le Conseil d'État et la Cour de cassation, ces deux juridictions sont venues un peu censurer cette position. Et maintenant, on nous indique qu'il faut regarder la prépondérance au regard d'un faisceau d'indices. Donc ça laisse de la souplesse et ça laisse sans doute part à une discussion qui va prendre en compte un certain réalisme économique. Mais bon, c'est vrai que ça laisse aussi subsister quelques doutes sur ces questions-là. On se pose aussi d'autres questions. On a vu pas mal de dossiers au cabinet sur les sociétés nouvelles. Parce qu'on nous dit qu'on doit réinvestir dans un délai de 2 ans. Bah oui, mais si à la toute fin des 2 ans, hop, on souscrit au capital d'une société, mais qu'il n'y a absolument rien dedans, qu'on n'a rien commencé, etc., est-ce que vraiment on est dans une structure éligible? Est-ce qu'on remplit bien toutes les conditions? Est-ce qu'il faut quand même pas produire un certain nombre de documents, de business plans pour bien montrer que c'est une réelle souscription et que finalement, ça ne revient pas comme ce que censurait la jurisprudence à l'époque, à réappréhender de façon un peu indirecte les liquidités qui sont issues de la cession. Donc voilà, c'est vrai que on peut se dire que c'est assez simple, toutes ces questions, mais finalement, au cas par cas, on se rend compte que ça ne l'est pas nécessairement. Encore une fois, ça dépend des dossiers. Autre problématique que j'ai pu rencontrer récemment, celle des apports successifs. Et notamment, j'ai rencontré une cliente qui a dû faire face au problème suivant. Donc, c'est qu'elle avait fait un apport à une structure à l'IS en 150 0 BTR. Et en fait, cette structure, quelques mois plus tard, a réapporté les titres qu'elle avait reçus à une autre société. Donc, elle s'est dit, est-ce que ça fait sauter le report? Qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, en fait, il faut savoir que pour l'administration, un apport, c'est une cession qui met fin au report. Donc, le réapport pour l'administration mettait fin au report. Mais bon, on pouvait se dire, oui, mais en même temps, comme c'est un apport et que du coup, on a repris une participation dans une autre structure, c'est un réinvestissement en même temps. Sauf que là encore, vous avez vu, quand on a listé les formes de réinvestissement possibles, on pourrait se dire, oui, c'est une souscription, c'est un peu comme une souscription au capital. Sauf que la souscription en capital qui est éligible, c'est une souscription en numéraire. Donc là, si on fait un apport, par définition, on n'est pas en numéraire, donc on ne rentre pas là-dedans. Donc ça veut dire qu'on peut rentrer seulement dans est-ce que c'était une acquisition de titres de société éligible. Ça oui, mais là, dans le cas de ma cliente, la holding, en acquérant par réapport les titres d'une autre structure, elle n'acquérait pas le contrôle de cette structure. Or, pour que ce soit éligible, il faut le contrôle. Donc, on se retrouve, si on ne veut pas que le report d'imposition ne tombe, à devoir réinvestir un produit de cession qu'on n'a pas. Voilà. Donc, ça aussi, c'est des questions. Alors, on discute de ce sujet avec l'administration, mais chez nous, là, au cabinet, on a d'autres clients qui se sont fait retoquer sur ce sujet par l'administration, qui n'a pas l'air pour l'instant de vouloir raisonner de façon un peu pragmatique, en tout cas à ce stade. Donc il faut faire aussi attention à ça.
Et enfin, donc, dernier point d'attention, les obligations déclaratives, parce qu'en 150 0 BTR, vous en avez énormément qui sont mis à la charge tant de la société bénéficiaire de l'apport que alors, des fonds aussi. Bon, ça, c'est sans doute moins vous qui le gérez, mais il faut faire attention à recueillir tous les documents, etc. Et puis, évidemment, le contribuable lui-même, quand il fait ses déclarations, il doit bien remplir comme il faut, il doit suivre le montant de sa plus-value en report, déclarer quand il y a un événement qui est susceptible d'y mettre fin, quand il y a des réinvestissements, etc. C'est très important parce que c'est pareil, selon le type de manquement déclaratif, parfois on a tendance à se dire, bon, c'est pas de nature à mettre fin au report d'imposition pour autant, mais il y a toujours un peu un doute, donc surtout dans certains cas de figure. Donc le mieux, c'est de faire attention à tout ça bien en amont. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire à ce stade sur vraiment le fonctionnement du mécanisme et les principales problématiques, mais il y en a d'autres qu'on est susceptible de rencontrer dans ce cadre. Et je laisse la parole à Jean-Baptiste. Merci. Effectivement, sur le sujet des réinvestissements et des secteurs éligibles, Stéphanie a eu raison d'appuyer dessus parce que je pense que vous l'avez tous eu si vous avez des clients concernés. Si on pouvait réinvestir à 100% en IMO, les clients seraient vachement contents parce que finalement, c'est intuitivement ce qu'ils essayent de tous nous faire passer. Malheureusement, c'est exactement l'inverse que souhaite l'administration fiscale. Ce dispositif, l'objectif, on va dire l'esprit de la loi, c'est de soutenir des investissements productifs au sens large du terme. Ce qui veut dire qu'il faut que ça crée de la valeur, et ça veut dire surtout, parce qu'en fait, c'est un critère qu'on va rechercher indirectement par l'administration fiscale, c'est le risque. Aller chercher de l'IMO que l'investisseur va mettre en location, pour l'administration fiscale, ça ne présente pas un risque énorme, ni une production énorme, donc ce n'est pas éligible. Aller financer une entreprise qui va produire, c'est un actif plus risqué, donc c'est quelque chose qui va être plus éligible. Voilà, mais c'est vrai que le champ des secteurs éligibles, c'est un débat. Je pense que si vous avez déjà des clients concernés par l'apport cession qui revient sans cesse, et voilà, les clients aimeraient beaucoup qu'on mette des secteurs sans aucun risque éligibles, et malheureusement, ce n'est pas tout à fait le sens de la loi. C'est plutôt, au contraire, de récompenser celui qui repart sur une prise de risque sur son réinvestissement. Alors, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Ça vous dérange si je fais sans micro? Bon, comme ça, pour ceux qui dorment, je ne vous réveille pas. Et pour les autres, ça me permet d'être un peu plus actif. Et puis, je vais pouvoir mettre mon pointeur, parce que sinon, en fait, je vais avoir un peu du mal à vous montrer. Là, en fait, on a essayé de repartir sur le schéma de l'apport cession pour vous redonner une construction par rapport à ce que vous avez dit, Stéphanie, un peu hiérarchisée, qu'on voit un peu dans le temps comment ça marche. Donc, on a séparé en deux, avec le cas où on fait sans dispositif de l'apport cession et le cas avec. Alors, on les a laissés sur le même slide parce qu'en fait, avec et sans apport cession, c'est le même cas, parce que vous le verrez, des clients qui sont dans le régime de l'apport cession, ce n'est pas un choix qu'on prend, on va apprendre l'intégralité, c'est-à-dire qu'un client ne va pas partir 100% en apport cession, ou alors c'est extrêmement rare, ou alors c'est parce qu'il n'est pas venu voir Stéphanie pour être conseillé et qu'il ne vous a pas écouté. Parce que, comme on a vu avec Stéphanie, si on met 100% de ses titres dans la holding, on est bloqué en fait dans la holding. Et comme je vous disais il y a 5 minutes, en apport cession, on ne va pas faire d'immobilier. Donc votre client qui a vendu sa boîte, qui est super content, ça y est, il dit j'ai bossé 40 ans, je suis plein aux as, je me fous tout en apport cession, je ne paye pas d'impôt, et avec m'achète la résidence secondaire, le bateau, je pars au week-end. Voilà. Ça c'est exactement ce qu'on ne peut pas faire. On ne s'achète pas un bateau en régime d'apport cession, même si on a très envie, même si les dirigeants qui revendent n'ont pas très envie de payer des impôts quand ils font leur cession. Ça, exactement, c'est le côté gauche. On paye son impôt, qu'on soit au barème ou à la flat tax, on se libère, et là-dessus, sur cette partie-là, il en fera vraiment ce qu'il veut, il a sa pleine liberté, il va pouvoir dépenser, s'acheter son bateau, sa résidence secondaire. Une fois qu'on a déterminé ses besoins, et c'est pour ça qu'en fait, le régime de l'apport cession est souvent lié au volume et au montant de la cession. Un client qui fait une cession pour 200 300 000 euros, le régime de l'apport cession, c'est clairement pas fait pour lui. Il a intérêt à
payer ses impôts, et sur le reliquat, il fait tranquille et il fait ce qu'il veut. Le régime de l'apport cession, c'est pour les cessions un peu plus conséquentes, qui vont permettre aux clients de dire voilà, je dépense pour mes dépenses personnelles, pour mes acquisitions, plaisir, etc. Et il me reste quand même une part significative en fait, d'argent avec lequel je vais faire quelque chose, je vais investir, je vais mettre dans des boîtes, dans des projets, dans des produits financiers, etc. Et c'est cette partie-là qui a intérêt à aller sur le régime d'apport cession pour gratter la partie fiscale. Mais c'est pas de l'argent perso, et c'est pour ça que c'est vraiment important dans le départ du projet de faire ce split, et c'est là où en général vous avez un rôle très important vis-à-vis des clients, c'est de bien identifier le projet d'après, parce qu'en fonction du projet d'après, on va pouvoir faire la bonne répartition entre là où on va payer son impôt et là où on va rentrer dans le régime de l'apport cession. Alors si on part dans le régime d'apport cession, la première chose qu'on fait, c'est effectivement on apporte ces titres de la société qu'on avait de notre société à notre holding. La holding, on a compris que Stéphanie qu'on détient. Ensuite, cette holding, c'est elle qui va faire la cession des titres. Alors là, je suis parti dans le cas où ma holding, elle a moins de 3 ans. Donc c'est pour ça que je suis obligé de faire mon réinvestissement de 60% minimum des produits de cession. Pourquoi je pars dans cette logique d'une holding qui a moins de 3 ans et pourquoi c'est la majeure partie des cas? Parce qu'on pourrait se dire, finalement, pour être tranquille en apport cession, apportons nos titres le plus tôt possible. Votre client qui a une boîte, on lui dit, fous tout dans la holding, on est peinard, et comme ça, si on vend, super, on a déjà passé nos 3 ans, et donc, eh bien, l'apport cession, on n'a plus d'obligation de réinvestissement. Alors, si vous avez bien écouté ce que a dit Stéphanie, vous voyez 2 erreurs. La première, c'est que si on fait ça au moment où on apporte nos titres, en fait, on les apportait à une valeur, mais qui n'était peut-être pas correspondante à la valeur de cession, à la valeur qu'on va vendre. Impossible de savoir à combien on va vendre son entreprise quand on a créé au départ. Donc on va être bloqué avec cette problématique d'identification de la plus-value de cession, parce que la valeur auquel on va l'apporter ne sera peut-être pas la bonne. Et la deuxième problématique, c'est que tout simplement, tous nos titres sont dans notre holding, et donc si on cède, eh bien on aura toute la plus-value qui sera dans la holding, certes dans le régime d'apport cession, sans obligation de réinvestissement, mais on sera bloqué dans la holding. Et si on veut en sortir, on devra repayer l'impôt. Donc c'est pour ça, à l'idée magnifique, et certains investisseurs, certains clients le font, de tout louer ces titres dans la holding, là il faut vraiment lever le frein au maximum et plutôt le faire progressivement au fur et à mesure qu'on ait une horizon de sortie ou une envie de sortie, qu'on approche de la retraite et qu'il y a un projet de cession. Il faut garder la main sur ces titres un maximum. C'est pour ça que sur le régime d'apport cession, on est souvent dans ces 3 ans parce que c'est très difficile en fait de savoir à quel moment on va céder et à quel prix surtout on va céder. Donc on est souvent, quand on choisit le régime, avec cette obligation de réinvestir dans les 2 ans au moins 60% des produits de cession. Et là on a 2 choix qui sont encore une fois des choix en général qui se complètent. C'est que vous avez un dirigeant, et c'est ce qui arrive souvent dans le régime d'apport cession, qui vous dit voilà, je cède telle société, et en fait j'ai déjà un nouveau projet où je veux réinvestir dans tel projet, le projet d'un fils, d'un ami ou autre, parce qu'il a envie de faire un peu business angel. Donc j'ai déjà des projets identifiés. Ça, c'est les investissements en général en direct, qui ont une durée de détention minimum de 1 an. Donc en fait, il n'a pas besoin de détenir très longtemps. En revanche, quand on a ces projets-là, ça ne correspond pas forcément à 60% des produits de cession. Donc on peut avoir besoin de compléter. Et c'est pour ça que ces 2 options en fait se complètent, parce qu'on va pouvoir faire le reliquat désormais avec des fonds d'investissement. On va mettre un fonds qui lui va investir dans plusieurs boîtes éligibles. Ça, c'est un projet en général qui n'est pas géré par le dirigeant. Ça, il a délégué. Lui, il se concentre sur cette partie-là. Donc en fait, l'investissement en direct et l'investissement via un fonds, en général, c'est complémentaire. Ça permet d'accompagner un projet de réinvestissement ou un projet d'accompagnement qu'avait le dirigeant lorsqu'il a cédé. Et la dernière phase, la transmission, ça c'est l'éternelle question. Je pense que si vous avez présenté le dispositif de l'apport cession, il n'y a pas une fois où le client ne vous a pas demandé et alors, il se passe quoi à la fin? L'argent, comment je le sors de la holding? Ça c'est la question en général de tous les investisseurs. Ils veulent savoir comment je sors de la holding. Alors la première chose qu'on doit rappeler, c'est ce qu'a dit Stéphanie tout à l'heure, c'est que la holding elle est à eux, ils sont majoritaires, elle leur appartient. Ce principe de cette holding, c'est que c'est une holding entre guillemets patrimoniale, elle leur appartient, donc c'est leur véhicule d'investissement qui a vocation à investir. Donc l'idée c'est pas de le sortir tout de suite, normalement l'objectif de cette holding c'est qu'en fait ce soit le véhicule d'investissement qui va faire d'autres investissements une fois qu'il n'aura plus cette obligation de réinvestissement
eh bien, il va continuer à investir dans n'importe quel support. On pourra faire de l'immobilier, on pourra faire n'importe quelle classe d'actifs. La holding n'aura plus d'obligation de réinvestissement dès lors qu'elle aura respecté ses 2 ans et ses 60%. Donc la holding pourra être conservée. Et à la fin des fins, voilà, si on veut transmettre ou en cas de décès, eh bien, il y a des solutions, effectivement. Le décès, effectivement, éteint l'apport cession, et la transmission, lorsqu'on le fait effectivement en respectant un schéma et des années, éteint la transmission. Mais c'est pour ça qu'il faut voir cette logique de création de holding sans voir la sortie, entre guillemets, autre que par transmission. L'objectif de cette holding, c'est que ce soit le véhicule d'investissement, le véhicule patrimonial de l'investisseur. Et il devra le garder. S'il veut en sortir, il peut. C'est qu'un report d'imposition. Donc la sanction, entre guillemets, c'est de payer l'impôt du départ. On devait le payer. Donc la sanction n'est pas très chère. Mais il n'y a pas d'autre intérêt normalement que de créer cette holding que d'avoir son véhicule qui va détenir l'investissement et qui va gérer les investissements, quels qu'ils soient, au fur et à mesure des années. Donc elle a vocation normalement à durer assez longtemps dans le temps. Alors, une application du dispositif, j'ai voulu commencer par cette application et ce schéma, il est hyper important. Alors vous, ça va peut-être vous sembler hyper simple, mais je vous assure, faites l'exercice quand vous avez des clients qui vous parlent d'apportation, de leur préciser, de leur faire répéter ça. Parce que c'est un travers qu'on voit, nous, sur énormément de dossiers. Je vais vous donner un exemple qui date il y a quelques semaines. Un client qui est venu nous voir, il est super content. Il a fait une session, voilà, il a vendu à peu près 4 millions sur l'entreprise, il a mis 2 millions, il a payé ses impôts. Donc voilà, il choisit ses investissements, il a mis 2 millions dans sa holding. Il arrive, il nous dit, ah, voilà, j'ai mis 2 millions dans ma holding, donc je dois réinvestir 60%, c'est super, je mets 1,2 million et je ne paie pas la fiscalité dessus. Tout le monde était OK, c'était de l'apport-cession, voilà. On avait dit apport-cession plein de fois, donc on avait dit apport-cession. On n'avait pas vu la différence entre apport et cession. Et là, c'est là qu'il y a le gros biais, parce que c'est là que ça fait mal. Parce que le report d'imposition, il s'applique uniquement sur la plus-value d'apport, et pas la plus-value de cession. La plus-value d'apport, c'est quoi? C'est la plus-value que j'ai faite, entre guillemets, virtuelle, quand j'ai apporté mes titres à ma holding. J'apporte mes titres à ma holding, je les valorise, donc je vais au commissaire aux apports, combien valent ces titres, je les mets dans ma holding, là je fige une plus-value d'apport. Je ne paye pas mon imposition, je commence déjà mon système de report d'imposition, mais j'ai une plus-value d'apport. Ces titres-là, après, je les vends. Là, s'il y a un prix supérieur au montant que j'ai apporté à ma holding, je suis en plus-value de cession. Cette plus-value de cession, elle n'est pas du tout concernée par mon report d'imposition. Ce n'est que ma plus-value d'apport. Et ça, c'est un mélange qui est fait très très fréquemment par les investisseurs, et c'est dommage. Pourquoi? On va le voir dans l'exemple que j'ai pris, parce que l'obligation de réinvestissement, donc les 60%, ils ne sont pas justement calculés sur la plus-value d'apport, ils sont sur les produits de cession. J'ai pris un exemple pour que ce soit plus clair. Donc j'ai apporté mes titres à ma holding, que j'avais acheté, on va dire, à l'euro symbolique, je les ai apportés à 100 euros, dans ma holding numéro 1. Le cas numéro 1, le plus simple, mon prix de vente, c'est 100 euros, donc j'ai une plus-value d'apport qui était celle-là, qui est bien de 99 euros. Je n'ai pas de plus-value de cession, parce que mon prix de vente est de 100 euros, c'était mon prix de ma plus-value d'apport. Donc je dois réinvestir 60% pour bénéficier de 60 euros de report d'imposition. Okay, le cas piège, c'est le deuxième. Cette fois-ci, mon prix de vente, il n'est plus de 100 euros, il est de 200 euros. Ma plus-value d'apport, elle reste de 99 euros, parce que c'est celle-là ma plus-value d'apport, c'est celle de ma holding numéro 1. Or, j'ai aussi une plus-value de cession de 100 euros, parce que j'ai vendu 200. Mais mon obligation de réinvestissement, elle porte sur 60% des produits de cession, donc 60% des 200. Ça veut dire que je dois, cette fois-ci, réinvestir 60 euros pour avoir le même report d'imposition de 99 euros. Donc, dans l'exemple que je vous ai donné avec mon client qui est venu nous voir en disant « je suis tout content, j'ai 1,2 million », en fait, lui, il devait réinvestir 1,2 million pour avoir 60 000 euros de report d'imposition. Super dommage, parce qu'en fait, toute sa plus-value était sur la cession et non pas sur l'apport. Et cette nuance, nous, on l'a bien parce que c'est nos métiers, mais c'est vrai que pour un client, il peut se dire « ok, j'avais fait mon apport à ma holding, c'est bon », il n'a pas vu la différence entre ces deux notions, qui est pourtant fondamentale parce que ça peut enlever tout l'intérêt du dispositif. Heureusement, si le cas le cas arrive, on a la possibilité de refaire un apport cession,
Stéphanie en a parlé, attention, bien sûr, si je recrée une holding, je dois toujours garder le contrôle de mon nouveau véhicule, mais je peux faire des apports successifs, justement, pour gérer ce cas-là où, en fait, mon premier apport était valorisé à un prix trop bas, tout simplement parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas combien valait vraiment mon entreprise. On le voit, nous, dans des sociétés un peu jeunes, qui sont cédées à des valorisations un peu élevées, hein, on en voit toujours tous les jours dans la presse. Les mecs, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ils n'avaient aucune idée du prix de cession, de combien ça pouvait valoir. Et donc, forcément, s'ils avaient déjà créé une holding, la valorisation était largement inférieure à celle de cession. Donc là, ça vaut le coup de rouler une deuxième fois et de repartir sur un dispositif avec un deuxième apport qui, cette fois-ci, va prendre le bon prix de cession. Et on va le faire pratiquement concomitamment au moment de la vente, parce que c'est au moment où on aura le prix exact. Alors voilà, cette précision, je voulais vous l'apporter parce que c'est bien de l'avoir en tête et de la repréciser souvent quand le cas se présente. Alors cette fois-ci, j'illustre le dispositif avec un exemple juste pour voir l'impact avec des chiffres. Donc on a pris un investissement initial d'1 million d'euros, un produit de cession 10 millions d'euros, donc j'ai une plus-value de 9 millions. J'avais bien sûr, c'est une plus-value d'apport qui était de 9 millions, parce que je ne suis pas tombé dans mon propre piège de l'apportation. Durée détention 8 ans, imposition sur le revenu, donc on peut choisir soit la flat tax, soit le barème, avec les prélèvements sociaux. On n'oublie pas que quel que soit qu'on prenne barème ou flat tax, on a la contribution exceptionnelle sur le revenu. Et ça me permet de faire, pour ce client-là, la différence, l'impact fiscal que je vais avoir entre la partie que je vais mettre à flat tax ou barème et la partie où je vais cette fois-ci mettre uniquement de l'apport cession. Donc là, on a fait un cas super simple, un cas du coup, si vous m'avez bien écouté, on ne le voit jamais voir, on est 100% en apport cession versus 0%. Cette fois-ci, j'ai mis, donc là, si je ne mets pas d'apport cession, j'ai un prix d'action cédé à 10 millions, une plus-value de 9. Si je choisis la flat tax qui est plus favorable dans ce cas-là, je vais avoir au total plus un peu de prélèvement exceptionnel sur les revenus, je vais avoir 3 millions d'imposition totale. Même un peu plus que mes 30%, ça c'est grâce au cadeau des cotisations exceptionnelles sur les revenus qui ne sont jamais comptés. Si je choisis cette fois-ci de mettre tout en apport cession, eh bien alors, je n'ai pas d'imposition à verser, donc j'ai mon économie d'impôt temporaire entre guillemets dans le nuage, mon report d'imposition de 3 millions, et mon obligation de réinvestissement, il va être donc sur 60%, pas de ma plus-value, mais 60% de mes produits de cession, donc de mes 10 millions, et donc je vais devoir réinvestir 6 millions. Là, je voulais vous montrer ça parce que ça répond à une question qu'ont souvent justement les dirigeants qui nous sollicitent là-dessus en disant voilà, j'ai un projet, je veux réinvestir, je veux utiliser l'apport cession, mais quid du risque? Qu'est-ce qui se passe si je me plante, si le projet finalement me mange un peu c'est-à-dire que là où je réinvestis, ça marche moins bien que les produits de cession que j'avais touchés. Voilà, comment ça s'impacte? Et bien finalement, on voit que les produits de cession, là, c'est 6 millions que j'avais réinvestis. Et bien même si je perdais 50%, c'est-à-dire que je récupère que 3 millions, j'ai quand même mon économie de 3 millions qui fait que, voilà, ils avaient quand même un peu d'air, ils ont un avantage fiscal qui est quand même assez certain pour leur permettre de réinvestir. Et ça va dans le sens du coup de ce que je vous disais au début, c'est-à-dire pourquoi l'administration fiscale chasse l'immobilier, pourquoi elle ne veut pas qu'on mette des supports immobiliers, parce que c'est un dispositif qui est très avantageux, mais c'est un dispositif qui vise à couvrir du risque, à couvrir un dirigeant qui souhaite réinvestir avec un certain aléa. S'il n'y a pas d'aléa, forcément, il ne va pas y avoir ce dumping fiscal sur 30%, et vous voyez, sur un produit de cession de 9 millions, sur 3 millions, c'est énorme. Donc cette couverture en cas de baisse, elle vise surtout à rémunérer une prise de risque. Un dirigeant qui a réinvesti dans un projet, c'est une prise de risque. Donc c'est ça qu'on va rémunérer, plus qu'un investissement immobilier. Donc voilà, donc là c'était pour se redonner cette image du montant fiscal que ça représente en économie d'impôt versus l'obligation de réinvestissement qu'on a. On doit réinvestir 60%, ça représente finalement le double de l'économie qu'on a. Alors Interinvest Capital, justement, donc notre société, nous justement, on accompagne les dirigeants sur cette logique de réinvestissement, en leur disant qu'on peut vous accompagner sur des investissements directs, deal par deal, et là on n'oublie pas la durée de détention est plus courte, elle est d'1 an, ou alors on leur propose justement des fonds
où c'est le fonds qui va être éligible à l'apport cession dans lequel on va investir et qui, lui, va ensuite investir dans les sociétés éligibles. Là, ça permet finalement de ne pas aller choisir société par société et de respecter son quota de réinvestissement des 60 en tenant des délais plus courts. La contrepartie, c'est que là, la durée de détention imposée par l'administration est plus longue, puisqu'on doit détenir au minimum pendant 5 ans lorsqu'on passe par des fonds. On diversifie, on dilue son risque finalement quand on passe par un fonds, mais on a une contrainte du coup d'investissement un peu plus longue, puisqu'on doit détenir 5 ans. Et j'en profite quand même pour vous préciser, quand on investit en direct avec une durée minimum d'1 an, ça vise aussi la possibilité, parce qu'on a souvent les clients qui nous demandent, d'investir dans des sociétés cotées. L'apport cession, ce n'est pas réservé aux non-cotés, on peut faire du coté. Attention, il ne s'agit que des augmentations de capital. On ne peut pas juste acheter du coté d'actions comme ça. S'il y a une augmentation de capital de société cotée, là c'est éligible à l'apport cession. En revanche, on doit tenir le délai de 12 mois. Donc si le cours bouge pendant les 12 mois une bonne opération, on ne peut rien faire, sinon ça casse son apport cession. On doit tenir, même sur du côté, au moins 12 mois pour que ça respecte les conditions de l'apport cession. Voilà un peu les exemples qu'on voulait vous donner pour illustrer le dispositif et que ça vous semble plus clair. On se gardait quelques minutes si vous avez des questions ou des situations particulières. Voilà, n'hésitez pas. Puisqu'avec Stéphanie, donc, comme on l'a dit, lorsqu'on s'est présenté, nos deux sociétés collaborent souvent pour accompagner des clients. Et d'ailleurs, je vais faire un point là-dessus. C'est pas de la pub que je vais faire à Stéphanie, mais les dirigeants qu'on voit sont très souvent hyper bien accompagnés dans leur business par un avocat pour la partie corpo. En fait, ils ont leur avocat avec lequel ils ont l'habitude de travailler et ça marche très bien pour leur activité. Quand on se met dans le régime de l'apport cession, c'est vrai qu'il y a des contraintes particulières, c'est du fiscal, et c'est bien qu'ils ne se fassent pas accompagner uniquement par leur avocat corpo et qu'ils choisissent quelqu'un qui est un peu plus sur la partie fiscale et spécialisé sur l'apport cession. Parce que finalement, ils ont tous leur idée de réinvestissement, de structuration, de contraintes après familiales, sur les donations, sur ce qu'ils veulent en faire, etc. Et c'est bien justement sur cet univers-là d'avoir quelqu'un qui est spécialisé, sans faire de mauvaise pub. L'exemple que je vous ai donné avec le client qui est venu, qui avait 1,2 million à réinvestir pour gagner 60 000 euros, il était accompagné par un avocat qui n'était pas Stéphanie et qui n'était pas tout à fait spécialisé et du coup qui n'avait pas, il n'avait pas vu cette spécificité-là et c'est dommage. Donc inciter les clients à leur expliquer que c'est bien cette partie fiscale, c'est un montage particulier de se faire accompagner par un avocat spécialisé. C'est vraiment du plus et ça permet à tout le monde de travailler sereinement. Et le deuxième petit point d'intention, c'est surtout qu'ils n'attendent pas la veille de la session pour venir. Plus on anticipe, même si la session n'est pas déjà faite, en fait mieux c'est parce que l'environnement est important. Comprendre les objectifs de réinvestissement, comment on va faire les allocations, les simulations, etc., les impacts fiscaux, ça demande un peu de temps. Et c'est vrai que quand ils viennent la veille de la session pour faire de l'apport cession, les décisions qu'ils peuvent prendre, elles peuvent être de temps en temps pas assez réfléchies. Donc voilà, il vaut mieux anticiper. En général, on ne cède pas son entreprise en se levant le matin, donc ils le savent un peu avant. En général, ils sont concentrés sur les comptes et la valeur de cession. On va leur rajouter quelque chose en leur disant la fiscalité, c'est aussi quelque chose qui s'anticipe un peu. Voilà. Oui, parce qu'on peut même, merci Jean-Baptiste, on peut même avoir aussi il faut faire attention, parce que dès qu'on restructure, en plus, ça dépend de la typologie de client, évidemment, encore une fois, il y a des dossiers très simples, mais il faut savoir aussi que quand on restructure comme ça peut avoir aussi des impacts fiscaux, mais sur d'autres sujets, en matière d'IFI, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, au-delà du fait que c'est dommage de ne pas pouvoir bénéficier de ce dispositif quand il s'avère adapté à un projet, c'est toujours bien quand on a ce genre de projet d'anticiper, de regarder toutes les incidences et juridiques et fiscales avant que ce soit trop tard. Là récemment j'ai eu un exemple encore plus caricatural, c'est que un de vos confrères est venu me voir en me disant j'ai un client, il a une holding à l'IS. Mais en fait, il a déjà cédé ses titres. Est-ce que s'il apporte le cash à la société, ça fonctionne et on est en apport cession ? Bon, je lui ai confirmé que, comme il le pensait, c'était vraiment pas possible. Mais voilà, un exemple d'une non-anticipation du sujet. Voilà. Donc, si vous avez des questions, cette fois, c'est à vous.
Ah, alors vous avez dormi tout à l'heure, vous, monsieur, parce que je l'ai déjà dit. Alors, en fait, donc, ce dispositif remonte, je crois que c'est la loi de finances pour 2013 ou la loi de finances rectificative pour 2012 qu'il a mis en place, donc ça commence à remonter un peu maintenant. Voilà, exactement. C'est une loi de fin 2012. Et en fait, donc, ce que je disais, c'est que la genèse de ce texte, c'est que pendant de nombreuses années, depuis les années 2000, je crois, jusqu'à cette nouvelle loi, c'était le régime du sursis d'imposition qui s'appliquait. Donc, qui consistait, quand on faisait l'apport, à ce que en fait, ce soit une opération purement intercalaire. On ne constatait pas de plus-value, c'est juste qu'on calculait après la plus-value de cession des titres reçus en échange par rapport au prix d'origine des titres remis en échange. Mais il y a eu beaucoup d'abus. Parce qu'il y a eu des apports qui ont été faits alors qu'on savait très bien qu'on avait un acquéreur derrière et c'est la holding qui cédait. Et donc, comme le disait tout à l'heure Jean-Baptiste, bah, ça permettait d'acheter, je sais pas moi, oui, une maison, un yacht ou je sais quoi. Enfin, bon, en tout cas, de faire un peu, d'utiliser les liquidités sous la structure en ayant bénéficié d'un différé d'imposition alors que c'était clairement pas l'intention du législateur. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant il y a ce distinguo entre est-ce qu'on contrôle la structure à laquelle on fait un apport ou pas, parce qu'évidemment quand on la contrôle, bah, on est beaucoup plus libre de ses mouvements. Donc dans ce cas-là, on est sous ce régime du report et qui est assez du coup contraignant entre guillemets si on ne veut pas le faire tomber. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ou des remarques. Vous êtes beaucoup sollicité sur ces questions par vos clients globalement ou pas encore nécessairement ? Ouais, quand même, ça commence à... Ils connaissent ces dispositifs-là ouais. Non. Ils s'interrogent avant sur la fiscalité sans savoir... À quel moment faut-il créer cette holding ? Parce qu'il y a le projet de cession, il y a des études, voilà, il y a une volonté de vente. Oui. Bah, tout va dépendre des cas de figure, mais une chose est sûre, c'est qu'il faudra absolument avoir créé la structure et surtout du coup avoir réalisé l'apport avant la cession. Il faut faire attention à ça d'ailleurs, parce que parfois dans les actes d'apport ou les actes de cession, il y a des conditions suspensives de réalisation, etc. Il faut bien s'assurer que juridiquement, l'apport est bien... Parce que des fois, tout est un peu concomitant, hein, ça dépend. Il faut bien s'assurer que l'apport est réalisé au moins un instant de raison avant la cession pour qu'on considère bien que c'est la holding qui a cédé. Sinon, on n'est pas dans le cadre du dispositif. Voilà, mais après, il n'y a pas de... Sinon, il n'y a pas de délai particulier. Mais oui, si on est très pressé, bon, après, c'est rare qu'une vente se fasse en 2 secondes et créer une structure, faire un apport comme ça, ça prend pas tellement de temps. Hein. Donc, normalement, ça peut se faire rapidement. Donc, il n'y a pas de règle, si vous voulez, mais il faut juste vraiment le faire avant la session. Il fait autant créer la holding avant pour être prêt et... Oui, en fait, peut-être que quand on commence un peu à y penser... et qu'on cherche des pistes, ça peut être le moment. Enfin, d'abord, on va voir un peu ses conseils pour voir un peu comment on structure, et puis à ce moment-là, on peut créer la holding. Et le projet, il a un sens à partir du moment où le client souhaite faire des réels investissements autres qu'immobilier ou de confort. Ah bah oui, complètement. C'est ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure, c'est que sinon, il faut panacher. Il faut céder une partie, comme ça on a le cash et on fait ce qu'on veut avec, et apporter pour le reste si les montants valent la peine. Voilà. Mais là, nous, et là, quel est le prix à peu près bah, non, en fait, tout dépend des besoins du client. En fait, c'est du sur-mesure, hein, tout ça. C'est pour le donner toute son efficacité au dispositif. Il faut vraiment voir quels sont les besoins, qu'est-ce que veut la personne. Et puis en fonction de ça, bah, si c'est quelqu'un qui va vouloir beaucoup dépenser, qui a des projets pour des trucs qui ne rentrent pas dans le cadre du dispositif, bah, vaut mieux qu'il cède beaucoup. Et puis pour quelqu'un qui n'a pas trop besoin de liquidité et qui a même carrément envie de repartir sur un autre projet, bah là, on peut peut-être même faire que de l'apport-cession. Donc c'est plus rare, mais voilà, il n'y a pas de vraie règle en fait. Mais en dessous de 500 000 euros, ça va être compliqué. Enfin, je ne sais pas s'il y aura une vraie valeur pour le client, parce qu'il va devoir avoir sa holding, avoir les frais liés à sa holding, avoir un peu de conseils, etc. Il faut quand même que le montant il soit un minimum significatif. Après, ça dépend. Si à côté, sa cession elle est de 4 millions, et qu'il a mis que 500 000 en apport-cession et le reste, il l'a gardé avec des projets perso, c'est très bien aussi. Mais au global, il faut que la cession
puisse lui permettre d'absorber les coûts. Parce que si l'avantage qu'il en retire, c'est juste sur une poche de 100 000 euros qui lui reste, voilà, ça ne vaudra pas vraiment le coup, quoi. Mais surtout, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce dispositif, il ne faut pas faire de l'apport-cession pour faire de l'apport-cession. Il faut d'abord toujours, la fiscalité, si on peut optimiser un projet, c'est bien. Mais il faut d'abord se demander quel est le projet. Mais je pense que vous le savez très bien, vous le vivez au quotidien. Il faut d'abord se demander quel est le projet. Et au vu de ça, on voit si ça peut être un bon plan, sachant qu'il ne faut pas non plus tout le temps diaboliser l'imposition, parce que moi j'ai vu dernièrement, j'ai été contactée par pas mal de contribuables, en effet, donc, qui avaient un prix de cession très faible. Alors du coup, déjà, s'ils doivent consulter pour voir si l'apport-cession, ça vaut le coup, etc. Donc déjà, ils doivent payer des honoraires, des frais de structure pour, en effet, comme le disait Jean-Baptiste, des montants pas très importants. Et puis surtout, en fait, ils s'étaient même pas rendus compte, mais s'ils cédaient, ils pouvaient bénéficier de l'abattement pour départ en retraite, ce qui fait qu'ils n'avaient pas d'impôt ou très peu. Donc il faut aussi se poser la question, si je cède en direct, combien ça me coûte ? Parce que c'est pareil, parfois vous pouvez bénéficier pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018. Dans certains cas, quand vous les détenez depuis plus de 8 ans, vous avez quand même un abattement de 85% dans certains cas, sur certains titres. Bon, il faut respecter un certain nombre de conditions, mais vous avez un abattement parfois de 85% en matière d'IR. Ça fait des impositions qui sont quand même assez modérées, si je puis dire. Donc ça ne vaut pas forcément la peine de recourir à ce dispositif. Ça va vraiment dépendre des cas et de ce que souhaite dans sa vie la personne que vous avez en face de vous. Je vous en prie. Surtout qu'on se retrouve des fois avec des gens qui ne veulent absolument pas payer, mais en fait, on a du mal à leur faire comprendre qu'ils vont avoir de l'argent qui va se retrouver bloqué dans une société, la IS, donc pour le sortir, ça va être compliqué, qu'il faudrait peut-être mieux Oui. payer à l'achat. Exactement. Le pire qui peut s'arriver, c'est de le mettre faites tout ce montage, le mettre dans la holding, et après qu'ils vous demandent de le redescendre de la holding à eux pour aller le consommer en perso. Alors oui, parce que là, on se prend les 30% sur la remontée de dividendes, donc ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment le cas pourtant. Chez les clients, on leur a dit notre deal c'est super, tu verras, super. Ouais. Oui, il faut leur expliquer après que non, c'était pas. Voilà. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'il faut souvent expliquer que c'est pas blanc ou noir. En fait, faut répartir un peu entre les différentes poches. Mais leur objectif du départ, il faut le comprendre. Et souvent, ils arrivent avec leur objectif simple qui est de dire juste pas d'impôt. Alors qu'après, quand on fait le tour, on comprend que en fait, c'était peut-être la solution du départ de payer les impôts qu'ils devaient. Mais là, il y a un gros boulot de pédagogie qui est souvent nécessaire. Moi, je vais vous demander une question parallèle. L'abattement pour départ en retraite, est-ce que ça vaut aussi pour les gens qui sont en emploi à retraite, cumulés, qui ensuite prennent leur retraite définitive ? En fait, je pense que ça doit être assez indifférent. C'est juste qu'il faut remplir les pléthores de conditions pour bénéficier de cet abattement. Il y en a quand même beaucoup. Et alors, par contre, cumul emploi-retraite, ça dépend aussi, parce qu'il ne faut pas que ce soit un emploi dans la société dont on a cédé les titres, parce que sinon, il y a une des conditions qu'on ne respecte pas. Si c'est un emploi autre, je pense que ça doit pouvoir fonctionner. Je ne vois pas que ça ne fonctionne pas. Il faudrait vérifier, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de conditions que des fois, on a tendance à en oublier, mais je pense que ça peut fonctionner. Une petite question. Si on fait l'apport de titres à une holding et qu'après, on ne cède pas les titres de l'entreprise de fonds de commerce, est-ce que ça remet en question le schéma ? Que c'est la société dont on a apporté les titres qui cède son fonds de commerce ? Non, ça, c'est pas de nature à remettre en cause le report d'imposition. Non. C'est un actif. Alors remarquez, je vous dis ça. Je me pose quand même une question. Si on le fait dans le délai des 12 mois, est-ce qu'on considère qu'on détient toujours... En fait, là, je pense qu'on bascule peut-être doucement sur une problématique d'abus de droit. À la lettre simple du texte, ça fonctionne. Mais c'est vrai que si... Je vous ai dit, normalement, quand on fait un réinvestissement, on doit le conserver de manière pérenne dans les 12 mois. Moi, c'est vrai que si j'étais un vérificateur, par contre, et qu'à l'intérieur de ce délai de 12 mois, la société dont j'ai cédé les titres cède son fonds de commerce, je dirais, en fait, c'est plus le même actif, en fait. Donc, finalement, on n'a pas gardé 12 mois une détention dans une structure éligible.
Peut-être que c'est ce que j'essaierai de défendre, mais pour moi, là, on glisse clairement sur le terrain de l'abus de droit. C'est pour ça, en fait, il faut toujours faire attention avec ce dispositif, parce que d'ailleurs, c'est un dispositif anti-abus. Donc certains ont pensé qu'on ne pouvait pas appliquer du coup les règles de l'abus de droit au titre d'un dispositif lui-même anti-abus. Et en fait, le Conseil d'État a jugé le contraire de façon assez claire. Donc voilà, et ça, avec le 150.0 BTR, je trouve qu'on a vite tendance à glisser dans l'abus de droit, donc il faut faire attention. Quand bien même on ne le voudrait pas en plus, c'est pas forcément... voilà, il faut faire attention. S'il n'y a plus de questions, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai plus de souris. Il n'est pas tactile. Vous voulez qu'on déroule la clé ? Bah ouais, mais j'ai plus de souris, donc je peux pas la sortir proprement. Ah, ça y est.